Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 Ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Bouteau, thérapeute en santé émotionnelle. Parce que notre corps est parfois déconnecté de nos émotions ou les ressent avec trop d'intensité, Mathilde vous accompagne pour trouver votre propre équilibre. Après un parcours en dents de scie, des expériences personnelles marquantes, Mathilde nous partage son parcours. Reconnaissance par les pairs, cabinet à la maison et difficultés pour se rendre visible, apprenons à mieux nous connaître pour avancer dans la sérénité avec Mathilde. Un épisode qui m'a réellement touchée par la confiance et les confidences que Mathilde s'est autorisée à me faire, à découvrir pour comprendre qu'il n'existe pas de ligne d'arrivée professionnelle. Bonne écoute! Salut Mathilde, bienvenue sur 1001 Ambitions. Salut Maëlle, merci beaucoup de me recevoir. Mais avec grand plaisir, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour pouvoir échanger avec toi sur ton activité. Et écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, toi et puis ton entreprise aux personnes qui nous écoutent? Oui, alors je vais faire de mon mieux parce que quand on me connaît un petit peu, on sait que j'ai du mal à présenter mon activité. Donc ça va être l'occasion de s'entraîner. On sera indulgent. Merci beaucoup. Donc je m'appelle Mathilde Bouteau, j'ai 32 ans. Je suis installée en auto-entreprise depuis le mois de mai 2023. Et en fait, je propose des accompagnements individuels à destination des adultes et des adolescents qui ont envie de travailler sur eux pour mieux se connaître et améliorer leur santé émotionnelle. Ouais. Donc souvent, les gens qui viennent me voir ont une problématique, soit dans la gestion du stress, ils font des attaques de panique, ce genre de choses, ou une problématique plus émotionnelle et ils ressentent le besoin d'avoir de l'aide. Et moi, j'interviens ici. Écoute, je trouve Voilà. que c'est plutôt très bien présenté et très bien résumé finalement. Merci. Bon, avant de parler un petit peu, alors ton entreprise a un nom, je crois, Santé émotionnelle & Co, c'est ça? Oui, alors l'entreprise, elle est déposée à mon nom, mais D'accord. j'ai mis ça en parallèle et je pense que oui, ça représente bien ce que tu ce que fais. ce que je souhaite apporter aux gens à travers l'entreprise. Carrément. Mais avant d'en parler, on va parler de Mathilde, justement. Quel a été ton parcours? Quelles études tu as fait avant d'en arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors j'ai eu un parcours un peu... J'hésite entre décousu et On peut aléatoire. dire dents de scie si tu veux, ça fait un troisième. Ça me va aussi. Ouais, j'ai mis du temps à comprendre ce que je voulais faire professionnellement. Ouais. Je me suis pas mal cherchée. Donc après mon bac général, j'ai fait une fac de LEA, donc langue étrangère appliquée au commerce international. J'ai fait la première partie de la licence en Vendée. La troisième année de la licence, je suis allée la faire en Allemagne. Ok. Je suis revenue en France, j'ai commencé le Master 1 et j'ai arrêté en Master 1. Voilà. Après, j'ai pris une année sabbatique où je suis retournée vivre en Allemagne, où j'ai donné des cours de français pendant 1 an dans un collège-lycée. Après ça, je suis revenue en France. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de moi. Donc, j'ai passé le concours de professeur des écoles. Et j'ai passé le master MEF, donc métier de l'enseignement et de l'éducation. Voilà, ça doit être ça les lettres. Donc, premier degré. Ouais. Et je suis devenue professeur des écoles. Voilà, ça c'est la partie. Et donc ouais, tu commences ton parcours par donc travailler dans l'éducation nationale, d'abord en Allemagne et puis en France. Oui. Comment c'était cette période pour toi? Tu l'as appréciée? Ouais, c'était pas forcément... Enfin, tu te retrouvais pas forcément dans ce que tu faisais? Oui, la posture d'enseignante, pour moi, elle n'était pas du tout... Enfin, j'y prenais pas du tout de plaisir. Okay. Et donc, pour moi, c'était beaucoup de stress, beaucoup de travail en dehors des heures de classe. Et au final, beaucoup d'énergie dépensée devant les élèves pour quelque chose qui ne m'animait pas en profondeur. Ouais, okay. Donc, j'ai trouvé un petit peu de sens à ce métier d'enseignante quand j'ai eu un poste pendant 2 ans en enseignement spécialisé auprès d'adolescents en difficulté dans un établissement qu'on appelle un EREA. D'accord. C'est établissement régional d'enseignement adapté où en fait ce sont des collégiens et des lycéens en difficulté scolaire, donc ils sont en SECPA, en ULIS,
Et ils sont aussi en difficulté sociale et familiale, donc il y a un internat éducatif. Ok. Et j'ai eu la chance d'enseigner 2 ans dans cet établissement. Et là, j'étais pas devant la classe, j'étais à l'internat éducatif et je me sentais beaucoup plus à ma place que devant une classe ordinaire. Ouais. Voilà. Peut-être parce que tu apportais un peu plus de social aussi, un peu plus de contact. Oui, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'humain que dans la transmission de Ouais, de connaissances. connaissances pures. Puis la posture d'apprenant, elle est jamais facile. Oui, on est d'accord. Et donc, alors à la suite de cette période-là, qu'est-ce qui se passe pour toi? À la suite de cette période-là, le poste dans lequel j'exerçais ferme Ok. et je suis réaffectée en établissement ordinaire et je me retrouve à faire une rentrée scolaire Classique. dans une classe de, voilà, je sais plus ce que c'était, des CM1, CM2 ou quelque chose comme Ok. ça. Et du coup, je démissionne à ce moment-là de l'éducation nationale. Oui, parce que Voilà. ça te convient plus de rester dans ce Oui. cadre-là. Et alors, on a parlé ensemble du fait que tu as été assistante de prévention contre le décrochage scolaire. C'est pendant la période où tu es encore dans l'éducation nationale? Alors ça, c'est après. Ok. Donc, quand je démissionne de l'éducation nationale, je renonce à mon concours, je renonce à Ouais. mon statut de fonctionnaire. Et là, c'est une nouvelle étape de ma vie où je me demande ce que je vais faire Bien sûr. un petit peu de moi, ce que je vais faire professionnellement. Et je monte à Nantes un peu par hasard et je suis embauchée dans un collège de D'accord. réseau d'éducation prioritaire, dans un quartier prioritaire de Nantes. Ok. Je suis embauchée en tant qu'assistante d'éducation, surveillante. Et en fait, le chef d'établissement me propose ce poste-là, après autour de la prévention contre le décrochage scolaire. Et je fais ça pendant 3 ans à Nantes. Ok. Et ça, c'est ma dernière expérience professionnelle Ouais. en tant que salariée. Ok. Mm. Et comment tu l'as vécu cette expérience-là alors? C'était ma plus belle expérience professionnelle Ouais. en tant que Oui. salariée, j'entends. C'était vraiment, j'ai trouvé une grande richesse. Je me suis vraiment sentie à ma place. Ouais. Déjà, l'établissement scolaire, il faut s'imaginer un peu plus de 300 élèves, 38 nationalités d'élèves réunis au même endroit. Ouais. Et ça a été d'une grande richesse et j'ai adoré faire ce travail-là. Ça a été épuisant, mais on m'a donné la place pour faire des choses en individuel avec les élèves, travailler sur le projet d'orientation, Carrément. l'accompagnement un petit peu plus de l'écoute active auprès des élèves, des médiations autour des conflits. Trop Enfin, bien. beaucoup de choses qui m'ont épanouie. Bon, top. Et donc, à ce moment-là, tu luttes contre le décrochage scolaire, mais aussi contre les violences sexuelles à cette période-là. C'est des thématiques sur lesquelles tu ressentais l'envie de te battre, personnellement? Alors, la prévention contre les violences sexuelles, elle intervient plus récemment dans mon parcours, Ok. mais il n'empêche qu'au collège, j'y suis déjà confrontée. Ouais. Ça fait partie du quotidien parce que il y a déjà des élèves qui sont confrontés, qui ont une entrée dans la sexualité, qui sont en difficulté à ce niveau-là, et donc j'interviens de manière ponctuelle là-dessus. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que Sur lequel tu je étais. creuse encore à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'est vraiment la dimension décrochage scolaire Ouais. à ce moment-là au collège. Et donc, comment tu en arrives à la creuser par la suite? C'est plus dans ton activité aujourd'hui, du coup? Oui. Puis c'est aussi l'écho d'expériences personnelles D'accord. à moi et qui m'a amené à, voilà, me rapprocher d'une association en 2023 depuis que je suis revenue en Vendée. Carrément. Et qui me permet du coup de me former sur ces questions-là, d'accompagner sur ces questions-là. Voilà. Top. À quel moment tu te dis que ta place n'est plus dans cet établissement scolaire et que tu as besoin de faire autre chose? Alors au bout de 3 ans, je sais que c'est la fin pour moi et que j'ai fait le tour. Ouais. Je le sais parce que je suis fatiguée, parce que c'est un travail très prenant et que j'ai mis beaucoup d'énergie et que c'est très peu rémunéré, reconnu. Ouais, bien sûr. Ça, c'est la réalité. Et je le sais aussi parce que j'avais pris ce travail un peu comme un... Alors, j'aime pas trop l'appeler comme ça parce que j'ai adoré faire ce travail-là. Oui. Mais la réalité, c'était mon travail alimentaire Ouais. pour me permettre de me former en parallèle. D'accord. Donc quand je vois qu'en parallèle, j'arrive un peu au bout de ma formation et que dans quelques mois, je vais pouvoir me projeter sur la création d'entreprise, Ouais. voilà, je clôture un peu ça à ce moment-là. Bien sûr, c'est la fin de ce chapitre-là pour pouvoir te lancer sur le nouveau pleinement. Ouais, c'est ça. Et
j'étais dans un état d'esprit aussi où j'étais pressée Ouais. d'explorer autre chose parce que accompagner des élèves, c'est génial, mais les élèves n'ont pas forcément envie d'être accompagnés. Ouais. Donc, je ressens fort le besoin de recentrer mon activité sur des gens qui sont consentants pour être accompagnés. Oui. Et puis aussi la possibilité de sortir du cadre Ouais. et enfin de ne pas me limiter à ce que m'autorise l'éducation nationale, en fait. Complètement. Et alors, comment tu le vis, ce changement de quitter complètement le domaine scolaire pour partir en indépendante C'est une question qui m'émeut. C'est vrai. Eh bien, je l'accueille Ouais. avec grand plaisir. Et si ça te gêne d'en parler, on peut passer à la suite tranquillement si tu le souhaites. Non, il n'y a pas de souci. Je te remercie. Mais ça a été un sujet pour moi. J'avais peur de partir. Je me suis vraiment investie. Ouais. Et du coup, j'ai créé des liens avec ces élèves. Et ça a été dur pour moi de partir. La première rentrée que j'ai pas faite, l'information n'a pas forcément circulé à tous les niveaux, que j'étais partie de l'établissement. Et donc, j'ai des élèves qui me contactent qui ont besoin d'aide au collège. J'ai des parents d'élèves qui me contactent. Et du coup, je suis complètement en décalage. Ouais. Moi, je suis partie, j'ai quitté Nantes, j'ai quitté mon travail, mais je suis encore reliée très fort. Et il m'a fallu du temps pour absorber, accepter que je faisais plus partie de leur quotidien, qu'ils faisaient plus partie du mien. Et je pense qu'il m'a fallu une année quand même pour un cycle, une année scolaire. Oui. Je raisonne toujours en année scolaire. Mais pour accepter que cette étape-là de ma vie, elle était terminée. Et je suis encore en lien avec quelques élèves, mais à une distance beaucoup plus juste pour moi. Ouais. Voilà, c'est juste des nouvelles. Et ça fait plaisir juste comme ça. Et puis je pense que c'est une expérience qui pour le coup a énormément forgé ta volonté de vouloir accompagner aussi dans ton activité aujourd'hui. Donc c'est normal que ça ait pris Oui, autant de place et que ça te touche autant, je pense. c'est ça. Puis j'ai du mal à doser mon investissement. Donc quand j'y étais à 15 000%. Ouais, Donc c'est à la hauteur de l'investissement que j'ai mis là-bas aussi, je pense. carrément. Et donc tu en parlais, mais tu t'es donc formée pendant que tu étais assistante. Tu t'es formée à quoi exactement et comment ça t'est venu? Alors, comment ça m'est venu? On va essayer de faire ça dans l'ordre chronologique Je t'en pour prie. que ça ait un semblant de clarté. Au début de ma vingtaine, je rentre dans une relation sur le plan personnel très violente D'accord. et qui me laisse beaucoup de séquelles après coup. Donc toute ma vingtaine s'est ponctuée de travail sur moi pour essayer de soigner, apaiser les traumatismes et les traces que cette relation a laissées. Donc j'expérimente, je recherche beaucoup de techniques alternatives, de techniques plus conventionnelles aussi, mais je recherche de l'aide. Ouais. J'entame un peu mon parcours de guérison et de cheminement pour moi. Carrément. Et je trouve un écho notamment dans les livres de Lise Bourbeau, qui sont assez connus dans le monde du développement personnel. Et je décide du coup de faire le parcours de formation qu'il propose. Ok. Voilà, et je commence ça en 2019. D'accord. Au moment où j'ai démissionné de l'éducation nationale Ouais. en tant que fonctionnaire. D'accord. Voilà. Et à quel moment tu te dis que cette formation-là, tu vas en faire un vrai, enfin ton métier, en fait, ton activité principale pour la suite? Alors je me le dis au moment où je me lance, Ouais. mais pour moi c'est pas réel parce que je sais que je m'engage sur une formation de plusieurs années. D'accord. Je sais que je suis pas prête au moment où je m'engage dans la formation à me mettre à mon compte. Du coup c'est un peu voilà, c'est engageant sans être trop Ouais, engageant. complètement. Sans être trop engageant, pardon. Non, non, J'ai fait une moche liaison. t'inquiète pas, c'est pas très grave. C'est mon côté professeur des écoles qui ressort. C'est ça. Donc je me lance là-dedans et c'est vraiment, ça mûrit pendant les 4 ans de formation que je fais. Et en fait, la première étape de la formation, c'est un travail entre soi et soi-même. La deuxième étape de la formation, c'est un travail entre soi et les autres. Et la troisième étape, c'est rentrer en relation d'aide avec l'autre. Et c'est vraiment dans cette dernière partie de formation que je prends la mesure du projet que je suis en train de porter depuis plusieurs années et que je sais que je vais concrétiser, mais en tout cas que je me donne les moyens de concrétiser et d'aller au bout professionnellement. Et donc,
c'est à la fin de cette période de formation que tu lances vraiment Santé émotionnelle & Co. Comment ça se passe pour toi? Comment est-ce que tu le vis, ce lancement? Alors le lancement pour moi il est compliqué. En même temps, je suis pressée et je suis contente. Ouais. La fin de ma formation me permet d'expérimenter. J'ai une quarantaine d'heures de consultation à offrir à des personnes, donc je commence à rentrer vraiment dans la pratique, Ouais. ce que j'aime beaucoup. Et après, par contre, ça me demande plus de difficultés et plus d'efforts d'assumer auprès de mon entourage, je pense, Ouais. le changement de carrière et le fait de basculer et de dire bah, je passe à un statut de salarié dans l'éducation nationale, où même si les gens ne comprennent pas exactement ce que je fais, les gens font forcément des projections. Ils Ouais. entendent éducation nationale, ils pensent qu'ils comprennent et ça leur va. Alors que là, quand je commence à parler un petit peu des mots que je vais poser sur mon activité, il y a un petit peu plus de difficulté à être lisible Ouais. auprès de mon entourage. Donc ça, c'est difficile pour moi à ce moment-là. Et ce que je peux tout à fait entendre. Encore plus que quand on démarre en général, c'est le plus compliqué, c'est à la fois d'aller présenter son activité de manière concise, claire et entendable et lisible par les autres, mais aussi de faire Mm. accepter ce statut un petit peu, on va dire, alternatif, plutôt que d'aller Mm. dans le salariat. Donc je comprends tout à fait. Et donc après cette quarantaine d'heures de... Alors j'allais dire de test, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus de première pratique auprès de Oui. personnes. Comment ça se passe ensuite, ce lancement? Le lancement, il s'opère grâce à la rencontre avec le Café des Entrepreneuses, donc le réseau de femmes entrepreneuses de Vendée. Je pense que sans ça, je n'aurais pas réussi à franchir la multitude Ouais. de premiers petits pas qu'il faut faire quand on se met à son compte. C'est sûr. Ça m'a vraiment permis de faire des rencontres qui m'ont donné beaucoup de courage, beaucoup de retours d'expérience des autres et beaucoup de clarté et de joie aussi Ouais. sur ce qui m'attendait, que c'était pas que du stress, que des nouveautés et que chaque étape allait se passer les unes après les autres et qu'en fait ça allait bien se passer. Complètement. Et puis c'est la force des réseaux, comme on dit, encore plus de réseaux très transparents et humains comme le Café des Entrepreneuses, je pense. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes donc les personnes à mieux se connaître, à mieux vivre leurs émotions. Sur quels outils est-ce que tu t'appuies? Est-ce que tu fais des consultations régulières et suivies avec les personnes, ou ça va être seulement une séance en une seule fois? Comment tu fonctionnes aujourd'hui? Alors il y a deux formats d'accompagnement. Ouais. Soit on est sur un format qui est plus apparenté à la formation québécoise que j'ai Ouais. faite auprès de l'école Écoute ton corps. Donc là, on est vraiment sur des consultations suivies où avec la personne, on va identifier une problématique. Qu'est-ce qui me pose problème dans ma vie aujourd'hui? Mhm. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers là? Et donc ça demande un travail de fond Ouais. qui peut prendre plusieurs séances, plusieurs mois, selon les personnes et selon les objectifs qu'on se Bien fixe. sûr. Donc là, on est vraiment sur la dimension santé émotionnelle. Aussi la connaissance de soi, parce que évidemment, quand on travaille sur soi, on apprend à se connaître. Et l'autre outil que j'utilise, qui me sert à la fois dans les consultations suivies, Mhm. mais aussi je propose des consultations en one-shot, c'est le Human Design. Alors, Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Human Design pour les personnes qui ne connaîtraient pas? pour les moldus. Alors, le Human Design, c'est de nouveau un outil un peu alternatif, c'est un outil de connaissance de soi. À partir de tes informations de naissance, tu as accès à un bodygraph ou un schéma corporel, Ouais. comme on peut l'appeler. Et en fait, ça te donne des informations sur ton type énergétique. C'est-à-dire quelle est la quantité d'énergie dont tu disposes au quotidien. On n'a pas tous la même quantité d'énergie. Il existe 5 types en Human Design. Il y a des gens qui ont une énergie soutenue au quotidien, des gens qui ont une énergie qui fonctionne par à-coup, qui ont besoin de plus de repos au milieu de ça. Et en fait, à partir de ce type-là, il y a plein d'autres informations, à savoir qu'est-ce qui vient soutenir mon énergie à moi, qu'est-ce qui vient drainer mon énergie à moi, et aussi comment est-ce que je suis fait pour prendre mes propres décisions. Et en fait, on est vraiment tous différents à ce niveau-là, et je trouve que le Human Design, ça apporte un éclairage incroyable.
Voilà, parce que par exemple, si je prends l'exemple de personnes qui ont fait des burn-out, Mhm. si elles ont des types différents dans le human design, on n'ira pas du tout actionner les mêmes Ouais, leviers pour restaurer de l'énergie chez la personne, complètement. selon son type. Voilà, j'espère que j'ai été Ah claire. mais très clair. Et alors je crois qu'il y a aussi un autre outil que tu utilises beaucoup, je sais pas à quelle méthode entre guillemets il est relié exactement, mais c'est les 5 blessures de l'âme, pardon. Oui, ben, les 5 blessures de l'âme, c'est vraiment l'école Écoute ton D'accord. corps. L'approche de Lise Ouais. Bourbeau, c'est l'école québécoise. Donc les blessures de l'âme, c'est une approche qui propose de classifier un peu toutes les émotions difficiles qu'on vit au quotidien Mhm. en 5 blessures. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, la blessure de trahison et la blessure d'humiliation. Et ça permet du coup d'apporter beaucoup de conscience sur ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de Ouais, soi et beaucoup de clarté sur la manière de venir apaiser les émotions qui sont éveillées dans telle ou telle situation difficile. carrément. Donc au global, entre la méthode écoute ton corps et puis le human design, donc, tu viens accompagner les gens dans une meilleure connaissance de soi. Et moi, je me suis posé cette question un peu particulière, c'est en quoi d'appliquer ces approches aux autres, ça t'a aussi, je pense, certainement permis de changer ta perception de toi aussi. Oui, c'est très juste ce que tu es en train de dire parce que à la fois, c'est un peu le fruit de moi, de mon propre cheminement, mon propre travail que je viens retransmettre, Mhm. mais à la fois, j'apprends encore énormément à travers mes Ouais, consultations. À chaque fois, en fait, chaque personne que je rencontre vient éveiller quelque chose de différent à l'intérieur de moi. Et à la fois, ça vient beaucoup nourrir ce sentiment d'être à ma place et d'avoir trouvé ma voie professionnelle vraiment. Et ça, c'est chouette. ouais. Et puis c'est un beau message, alors j'allais dire d'espoir, mais espoir est peut-être un petit peu excessif pour les personnes qui se disent que même après avoir eu des parcours un peu en dents de scie, justement, on peut trouver sa voie même tard et arriver à se sentir vraiment à sa place dans une activité à un moment donné. Oui, je partage complètement ça. Moi, je pense que ça faisait partie de mon parcours. Ouais, Euh, Maintenant que je me sens bien à ma place professionnellement, j'ai aucun regret d'avoir eu toutes ces expériences parce que toutes ces expériences, elles m'ont construite et elles m'ont apporté. ouais. Mais c'est vrai que quand on est dans la partie où juste on se cherche professionnellement et qu'on ne sait toujours pas où on va, c'est pas évident. Et en tout cas, ce que moi j'ai expérimenté, c'est qu'il y a des outils pour aider Ouais, à retrouver une forme de boussole dans ces moments-là. Et c'est quand même bon de le savoir et de diffuser ce message-là. complètement. Et alors donc tu accompagnes les personnes pour reconnecter à leurs émotions et leur corps. Est-ce que tu le fais en visio, en présentiel? Comment ça se passe cette organisation-là? Les deux fonctionnent. Ok, Donc soit j'accueille les gens à mon domicile en présentiel, soit je fonctionne aussi en visio. ok. Et donc, en fait, tu pioches un petit peu dans tous les outils que tu vas avoir pour aller traiter les problématiques des personnes qui viennent te voir. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile d'adapter chaque outil aux personnes que tu rencontres? Ça demande de la souplesse. Ouais, C'est vraiment quelque chose que j'apprends. C'est que des fois, entre ce que j'ai prévu au début de la séance et ce dont la personne va réellement avoir besoin au moment de la séance, il y a un écart et du coup, je m'adapte au fur et à mesure. ouais, Donc, c'est un mélange des outils auxquels je me suis formée et tout ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie et que j'ai constaté qui fonctionne. Donc, c'est un petit mélange du Mathilde que je propose. Et j'ai lu quelque chose qui m'a interpellée, c'est que tu essayes d'accompagner de manière autonome. Qu'est-ce que tu entends par accompagner de manière autonome, justement? Ben, l'idée, c'est vraiment de rendre la personne actrice Mhm. et que tout ce qui est expérimenté en séance puisse servir à la personne dans son quotidien. Si moi je suis capable d'accompagner la personne à se réguler, si par exemple elle a une grosse émotion au moment de la séance, c'est très bien. Mhm. Mais l'idée c'est vraiment que la personne soit capable de s'auto-réguler à terme émotionnellement toute seule sur les émotions qui la mettent en difficulté. Ouais, carrément. Donc ça passe par des outils de régulation du système nerveux,
des outils qui aident à revenir dans le corps, à ressentir l'émotion et à la laisser partir aussi. Voilà. Et alors, si on essaie de faire peut-être pas une petite liste, mais pour que personne qui nous écoute puisse peut-être un petit peu s'identifier aussi, sur quelle problématique on peut venir te voir. Ça va être gestion des émotions, du stress? Alors, il y a un peu les deux du point de vue émotionnel. J'ai des personnes qui sont complètement coupées de leur sphère émotionnelle Ok, et qui savent juste à un moment donné que là où elles sont, ça leur convient plus. d'accord. Donc là, on va retravailler sur vraiment ce que je ne veux plus, ce que je ressens, identifier ce que je veux à la place et ce qui m'empêche d'y aller et comment j'y vais. Donc ça, c'est vraiment un travail de reconnexion au corps, reconnexion à soi qui prend du temps et qui demande d'aller vraiment revenir dans le corps pour redéclencher le fait de sentir ses émotions. Ouais. Et à l'inverse, il y a toutes les personnes qui sont dépassées par leurs émotions, soit sur une problématique identifiée et très précise, par exemple, je ressens du mal-être dans une relation, je me sens pas respectée par mes collègues au travail, je dis n'importe quoi, mais c'est Oui, oui, vraiment des choses concrètes du quotidien. complètement. Ou alors c'est des émotions qui gênent au quotidien. C'est une émotion identifiée, par exemple, je suis dépassée par ma colère au quotidien, je ne sais pas le gérer, ou voilà, je me sens coincée dans la tristesse et la dépression, ou je fais des attaques de panique et je suis stressée et j'ai envie de me sortir de ça. Carrément. Voilà. Comme ça permet aux personnes qui nous écoutent d'avoir des petits exemples, en fait, de Mm. ce pourquoi on peut venir te voir. Et il y a quelque chose dont je voulais qu'on parle aussi, c'est quelque chose qui m'a frappée aussi en lisant tes contenus, c'est que il y a énormément de place pour l'amour dans tes accompagnements. Et je pense que c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur. Pourquoi est-ce que c'est si central dans ton activité et dans tes accompagnements? C'est drôle que tu me fasses ce retour-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui me tient très fort à cœur, mais j'avais pas identifié peut-être que c'était aussi lisible. Je peux te dire que ça l'est, en tout cas. Ah bah, c'est super. Je pense que on vit dans une société et le monde du développement personnel de manière générale, je trouve, peut être assez plein d'injonctions Mhm. et plein de culpabilisation. Et moi, j'ai vraiment à cœur de proposer quelque chose d'assez doux. C'est important pour moi que les gens puissent avoir un espace juste authentique où se déposer en toute sécurité, Ouais, en bienveillance et avec une absence totale de jugement. À partir de là, pour moi, on a le terrain idéal pour vraiment avancer et prendre soin de soi. complètement. Sinon, c'est du contrôle et l'idée quand les gens y viennent, c'est que ils ont un besoin, il peut y avoir un mal-être, une certaine détresse émotionnelle. Et moi, je veux vraiment accueillir ça, le cœur grand ouvert. J'ai pas envie de rajouter du mal-être à ça. Donc j'ai à cœur, en effet, d'accueillir les gens dans un espace d'amour. Ouais, et puis ce qui est très important en plus quand on parle d'accompagnement, puisque c'est aller confier comme si on confierait, j'ai envie de dire, à un proche ce qu'on n'arrive pas à débloquer chez soi. Donc se sentir dans ce cadre de bienveillance est essentiel, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Je pense que sans sécurité, ici, on peut rien faire. Mm. Il peut pas y avoir d'alliance thérapeutique. Il peut pas y avoir de travail d'équipe s'il n'y a pas de la confiance, du respect, de voilà cet espace de sécurité, vraiment. Qui est très important. Et Oui, tu parles de respect, ça me fait penser à une petite chose que je voulais mentionner, sans forcément qu'on rentre dans les détails, sauf si tu le souhaites, mais tu appliques dans ton activité des tarifs étudiants. Et alors, je pense que ça fait aussi écho à ton parcours, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'on sait que c'est en général la partie financière qui va empêcher notamment les jeunes de se faire accompagner. Et donc, je tiens à le mentionner puisque je trouve que c'est quelque chose de très important et que c'est tout à ton honneur de le mettre en place de cette manière-là. bah, je te remercie. C'est vrai que c'est quelque chose qui était important pour moi parce que déjà, moi, j'ai eu la chance, quand j'ai fait mon parcours, mon Mm, cheminement à moi, de tomber sur des personnes qui pratiquaient des tarifs intermédiaires, ce qui m'a permis d'aller consulter plus bien souvent sûr. et de consulter tout court quand on est étudiant, voilà. Et je pense que c'est aussi mes expériences auprès de publics plus précaires Mm, qui me donnent envie de garder ça aujourd'hui. J'ai pas envie que ce que je propose ce soit quelque chose d'élitiste.
Ouais. Et le travail sur soi, avoir la capacité financière à s'introspecter, à venir s'occuper de sa santé mentale et émotionnelle, ça reste élitiste, on va pas Ah se bah mentir. oui, tout à fait. Voilà, et donc de pouvoir pratiquer des tarifs un petit peu intermédiaires, soit pour les étudiants, soit pour les personnes qui sont en demande d'emploi, ben voilà, ça fait partie des valeurs en tout cas que j'ai envie de porter aussi. Et ça se sent et c'est tout à ton honneur. Et alors, si on reprend ton parcours en globalité jusqu'ici, puisque ça fait un petit peu moins d'1 an que ton entreprise existe, Oui. euh, quelles sont les difficultés que tu as le plus ressenties pour te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Bah, je pense que ma principale difficulté, elle est liée à la communication, Mm. mais peut-être pas la communication en général, mais c'est l'aspect réseaux sociaux Ouais, qui est compliqué à bien sûr. appréhender pour moi. Je pense que quand tu as fait tes petites recherches, tu n'as pas dû avoir une tonne de contenu. Non, effectivement, j'ai dû aller fouiller. Voilà, donc ça me demande de travailler sur moi que de me rendre visible. Ouais. Après, je le fais à ma manière. Mm. Je le fais autrement qu'avec les réseaux Bien sociaux, sûr. mais j'ai conscience que j'ai du travail à fournir à cet endroit-là et ça m'est un peu difficile. Voilà, et puis après, une autre difficulté, je dirais que c'est peut-être l'absence de visibilité pour l'instant. Ouais. Parce que j'ai même pas une année de recul. Oui, bien sûr. Mon activité, elle décolle et je le célèbre et c'est super bien, mais chaque mois, ben, je recommence à zéro en me disant... Ouais, on sait pas de quoi demain je... est fait, quoi. Exactement. Mm. Donc ça me demande aussi ouais, de travailler sur moi. Ouais, et puis ça demande beaucoup de lâcher prise, qui est parfois Oui, difficile, surtout quand c'est... ben voilà, on a investi dans le fait de lancer une entreprise et on lâche un petit peu tout pour mener à bien ce projet-là. C'est parfois très compliqué, ce que je peux tout à fait comprendre. ouais, c'est ça. Et j'ai vraiment la sensation d'être arrivée à un stade où je m'en remets à la foi. En fait, j'ai foi en ce que je fais. Je le fais avec le cœur, donc ben, c'est parti, un mois après l'autre, et puis on verra. Complètement. Et est-ce que les questions de santé mentale et de gestion vie pro-perso ont été des questions pour toi? Je te la pose notamment parce que tu l'as dit, ton cabinet est chez toi. Donc Mm, tu fais rentrer tes clients chez toi. Comment est-ce oui. que tu le gères, cette partie-là? Alors, je suis encore en train d'ajuster ma pratique à ce niveau-là. Ouais, Ce serait mentir que de dire que j'ai trouvé le juste équilibre bien encore, sûr. c'est pas vrai. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans un studio qu'on me prêtait et là, je faisais littéralement rentrer les gens dans le studio qu'on me prêtait. Donc, j'avais une pièce de vie où tout se passait. Mm, Ça a été compliqué pour bien moi. sûr. Donc, j'ai appris à mettre un peu d'équilibre là-dedans avec des petits rituels à moi pour nettoyer énergétiquement mes pièces. Ma pièce, en l'occurrence. Oui. Après chaque consultation, j'allais faire une petite balade à la plage. Et j'ai déménagé, et là j'ai un appartement avec une pièce séparée D'accord. où je dors. Donc déjà, voilà, ça me permet de cloisonner mes espaces et j'essaye de garder ces petits rituels, d'améliorer. Mhm, complètement. Des fois j'y arrive, des fois moins bien. Après, à terme, l'idéal, hein, ce serait d'avoir une pièce que je puisse dédier entièrement à mon activité ou un cabinet à l'extérieur. Mais pour Oui, l'instant, bien sûr. la réalité financière ne me le permet Bien pas. sûr. Mm. Et alors au vu du parcours que tu as jusqu'ici, puis notamment je pense de ce qu'a pu t'apporter les réseaux et notamment le café des entrepreneuses, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Et j'ai même envie de te poser une deuxième question. C'est quels sont les conseils que tu aimerais donner à quelqu'un qui n'a pas encore trouvé sa voie et qui la cherche encore et qui prend un petit peu peur de tout ça? Ouh, vaste sujet. Mm. Alors, à la seconde question, Ouais. je dirais que l'idée, c'est d'impulser du mouvement. Que quand on cherche sa voie et qu'on est coincé dans un travail
qui à terme, on le sait, ne nous conviendra pas. Ce qui peut être emprisonnant, c'est le surplace. Donc je dirais que vraiment impulser du mouvement, essayer, faire des rencontres, ça peut être professionnel, mais pas que. Vraiment à tous les niveaux, il faut impulser du mouvement pour que la vie nous renvoie du mouvement derrière. Et tu n'es pas à l'abri que c'est une rencontre dans un contexte qui va t'ouvrir la porte vers ta prochaine étape de vie. Après, je dirais aussi qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée professionnelle. Enfin, en tout cas, moi, je ne crois pas à ça. Je crois à des étapes. Là, par exemple, moi, je sais que je suis dans ma bonne étape et j'en suis super contente, mais je ne me dis pas que je vais faire ça toute ma vie. Et que peut-être que ce que je vis en ce moment, c'est encore l'étape pour la suite. Donc, je dirais, voilà. Faut oser bouger, mettre du mouvement, se tromper, parce que moi, je me suis beaucoup trompée. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment parler de se tromper ? Je ne sais pas. En tout cas, chaque expérience m'a apporté, même si je ne les ai pas trouvées toutes épanouissantes sur le moment. C'est ça qui m'a conduit à ça aujourd'hui, donc en ce sens-là, c'était chouette. Et après, pour les gens qui veulent se lancer, je dirais que de bien s'entourer, c'est important. Qu'il y a des super réseaux qui existent quand dans l'entourage, on ne trouve pas forcément... parce que c'est pas le même monde ou que les gens sont pas dans l'entrepreneuriat autour de soi. Les réseaux, ça aide aussi à ça. Et d'y aller une étape à la fois. Moi, j'essaye de pas regarder l'entièreté parce que sinon, c'est quelque chose qui peut assez vite me tétaniser. Mais de découper en tout petits objectifs intermédiaires et apprivoiser un objectif à la fois. Complètement. Voilà, je trouve que c'est ça qui a plutôt bien fonctionné pour le moment. Étape par étape. Voilà. Et alors, si nos auditeurs ont envie d'aller soutenir ton travail ou tout simplement de te contacter, on va peut-être pas les renvoyer vers tes réseaux sociaux du coup, si peut-être Instagram à la limite. Je répondrai. Après, il n'y aura rien à lire dessus. Si, c'est faux parce que j'ai fait des stories permanentes. Oui, tout à fait. Mais oui, ça peut être le compte Instagram ou sinon, il y a mes coordonnées sur ma petite page Google My Business. Top. Et je mettrai le lien des deux dans la description puisqu'on va tranquillement se diriger vers une petite conclusion. Pour terminer, j'aimerais te demander deux petites choses qui sont des petites recommandations. La première pour quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de 1001 ambitions. Et puis la seconde pour un projet local ou un projet dont les valeurs te tiennent à cœur. Alors, pour la personne que j'ai envie d'entendre à ton micro, franchement, ça a été dur. Parce que j'avais vraiment envie de t'envoyer plein de monde à ton micro. Oui, je me doute. Et là, je vais promouvoir la famille et c'est complètement assumé. T'as bien raison. J'ai ma cousine qui s'appelle Laura. D'accord. Qui est en train de reprendre la ferme familiale en association avec deux associés et amis à elle qui s'appellent Pierre et Amélie. Et ils ont fondé l'Opia, qui est une ferme brasserie vendéenne. Voilà, et je trouve qu'ils font un projet magnifique. Donc l'idée, c'est vraiment de produire tout ce qu'il faut pour faire de la bière et aller jusqu'à la production et la vente de la bière. Donc on est sur des circuits courts. Et voilà, ils ont fait une super campagne Ulule qui leur a permis de récolter les fonds pour se lancer et je suis admirative de leur travail. Donc voilà. Top. Et découvrir avec plaisir. Le projet local, je voudrais parler de l'association SVS 85, Stop aux violences sexuelles 85. Donc c'est une association qui est nationale à la base, mais l'antenne de Vendée est vraiment très active. Ils ont à cœur de informer, former, prévenir et guérir autour de la question des violences sexuelles. Et ils font vraiment beaucoup de choses à l'échelle du département. Donc que ce soit des week-ends de formation, il y a des choses qui sont gratuites pour se former, pour avoir vraiment plus de connaissances autour de la question des violences sexuelles. Ils organisent des groupes de parole à destination des victimes et des proches des victimes. Ils sont aussi présents sur des festivals pour faire de l'écoute active et de la prévention. Donc je suis très admirative de tout ce qu'ils font. Top. Et écoute, avec grand plaisir pour leur faire donner un petit peu de visibilité. Je tiens à te remercier Mathilde parce que au-delà de m'avoir donné ta confiance pour faire une jolie sortie de zone de confort sur cet épisode, tu nous as confié beaucoup de choses et tu t'es ouverte, je pense, dans cet épisode et je suis très touchée que tu l'aies fait en ma compagnie. Moi, je te remercie beaucoup Maëlle, Tu sais ce que ça représentait pour moi de me prêter à cet exercice.
J'étais plus excitée que stressée, mais très stressée. Et je suis heureuse de l'avoir fait avec toi. Merci de m'avoir permis d'être en confiance pour le faire. Merci à toi. Et puis écoute, j'espère que tu auras passé un bon moment. Je te souhaite une très belle continuation. De ne pas arriver à la ligne d'arrivée de ton parcours professionnel, mais de continuer à avoir de très belles étapes. Ça me va. Merci beaucoup Maëlle. Bonne continuation à toi aussi. Merci beaucoup. Salut Mathilde. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Mathilde et les liens pour aller la soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.